19 h à Kinshasa, nous sommes chez vous pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa annonce le lancement de contrôle de taxes de stationnement de taxis et motos, couleurs de véhicules pour le transport en commun et identification de la plaque d'immatriculation pour le mois d'avril prochain. Décision prise après la rencontre des structures de transport conduite par le ministre provincial de transport Amos Mbokoso. Aussi, des nouvelles instructions ont été données aux grandes unités de la police nationale congolaise par le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, pour mettre fin aux embouteillages, nuisances sonores et insécurité, ainsi que l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. D'autres sujets d'actualité, c'est dans ces 19 h. Merci d'être avec nous sur la RTNT. Une solution à l'amiable vient d'être trouvée entre la République démocratique du Congo et le groupe Ventura. Finalement, le gouvernement de la République et l'homme d'affaires israélien Dan Gettler ont signé un accord d'intérêt commun qui permet au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de reprendre le contrôle de ses actifs. Reportage. De la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre le contrôle de ses actifs miniers et pétroliers détenus par les groupes Ventura de l'homme d'affaires Dan Gettler. Au nom de l'État congolais, Mme Rose Mutombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice et des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gettler, patron des Ventura, et tout en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Guilhem Nyembo, de son adjoint André Wameso et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entériné en Conseil des ministres du 18 février de cette année. Le gouvernement de la République avait levé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, quand nous venons de signer un contrat qui met fin aux différends qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura, et que cela fait suite de la résolution qui a été prise lors du Conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour mettre fin aux différends qui existaient entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différends qui a duré longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs et miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseil, l'homme d'affaires Dan Gettler s'est soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole. On a signé ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui est... Nous devons interrompre ce journal pour remettre l'antenne à la cité de l'Union africaine où on va retransmettre en direct une communication du chef de l'État. Compte rendu de la 42e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 25 février 2022 en présentiel la 42e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3.
approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. Au chapitre 1 relatif à la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la tenue de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le président de la République a informé le Conseil du bon déroulement de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo. Il a salué la participation de ses homologues chefs d'État de la République de l'Ouganda, la République d'Afrique du Sud, la République du Congo, la République du Burundi, la République centrafricaine, ainsi que la République d'Angola, qui se sont penchés sur la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac en général et sur l'est de la République démocratique du Congo en particulier. Il en ressort que les États membres ont réitéré leur volonté commune à coopérer davantage pour la pacification de la région en s'appuyant entre autres sur des expériences fructueuses, notamment celle des opérations conjointes menées dans le nord-est de notre pays contre les ADF, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les UPDF de l'armée de l'Ouganda, et celle des bons offices offerts par notre pays aux côtés de la République sœur d'Angola dans le processus de dialogue entre le Rwanda et l'Ouganda. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il a été réitéré la détermination sans faille de poursuivre les réformes menées dans les secteurs de la justice, de la défense et de la sécurité pour rendre effective cette paix tant attendue et voulue par nos populations. Pour ce faire, le président de la République, chef de l'État, a exhorté le Premier ministre chef du gouvernement chargé, les ministres sectoriels concernés ainsi que les membres de son cabinet accompagnés, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba dans la recherche et la matérialisation des réformes nécessaires pour accélérer la pacification de la partie est de notre pays, condition sine qua non à son développement. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'opérationnalisation de la zone économique spéciale de Maluku. Le président de la République a rappelé que pour booster la renaissance industrielle de notre pays, l'option a été levée de s'appuyer sur la stratégie des zones économiques spéciales. Ces dernières constituent un moyen pour la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de notre beau pays. Et dans cette stratégie, la zone économique spéciale de Maluku a été retenue pour servir de zone pilote. Au regard des difficultés constatées, le président de la République a invité les ministres d'État au budget et celui des Finances à s'acquitter du solde de fonds pour la finalisation de travaux de viabilisation du site dont la charge revient au gouvernement. Le ministre de l'Industrie a été lui appelé à faire l'évaluation avec l'aménageur désigné pour que ces engagements, liés notamment à la solidité financière, soient respectés, tandis que le ministre en charge de la justice et des affaires foncières devrait s'assurer de la finalisation du processus d'expropriation des personnes récalcitrantes identifiées sur le site. De son côté, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a été chargé de trouver une solution optimale pour le siège devant abriter l'Agence des zones économiques spéciales AZS. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la cohérence des politiques dans l'exécution des travaux du port en eau profonde de Banana. Saluant l'engagement de partenaires dans le projet du port de Banana exprimé lors de la pose de la première pierre de cet ambitieux et intégrateur projet qui va changer le narratif de l'économie de notre pays et de la région, le chef de l'État a estimé qu'il est impérieux de finaliser la stratégie nationale dans la matière
les résolutions des réunions du Conseil de ministres précédent, à savoir les recommandations du 11 septembre 2020, du 9 juillet 2021 et du 10 décembre 2000 et du 28 janvier 2022 sur les mesures préalables à l'exécution du projet de port à eau profonde de Banana afin de permettre au gouvernement de prendre les dispositions idoines. Le président de la République a informé le gouvernement de sa volonté de placer à un plus haut niveau le pilotage, le suivi ainsi que l'évaluation de ces projets dont les modalités seront communiquées dans le prochain jour. Dernier point de la communication du président de la République, relatif à la nécessité de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Dans le but de matérialiser cette ambition noble visant à transformer les axes principaux de notre économie vers le numérique et à faire de l'innovation un véritable vecteur de croissance, le président de la République a appelé le gouvernement à travailler pour une action cohérente et coordonnée dans cette révolution. Considérant la transversalité de la question, les ministres sectoriels et les services habilités ont été invités à s'inscrire dans cette démarche globale et intégrante. Cela est d'autant plus nécessaire quand il s'agit entre autres de la création des bases de données stratégiques, la production des documents et des titres sécurisés. D'où la nécessité pour le ministre sectoriel de travailler en synergie avec l'appui de la primature autour du ministère du numérique pour la concrétisation de cette réforme. Dans la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement a fait un bref résumé de sa participation au 6e sommet Union européenne-Union africaine qui s'est tenu du 16 au 18 février dernier à Bruxelles en Belgique où il a représenté le président de la République. Il a, bien avant, félicité les présidents de la République pour la tenue avec succès de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs avec la participation des 7 chefs d'État et du secrétaire général adjoint des Nations Unies. Ces félicitations adressées au président de la République font également suite à la visite effectuée en République démocratique du Congo par les chefs de l'État turc et qui a abouti à la signature de cet accord de coopération. Le Premier ministre a aussi abordé la question relative à la situation de nos compatriotes bloqués en Ukraine et des mesures à prendre au niveau du ministère des Affaires étrangères pour trouver les voies et moyens de leur apporter le soutien nécessaire. Le Premier ministre chef du gouvernement a conclu son propos en revenant sur la nécessité pour la République démocratique du Congo d'organiser des épreuves des examens d'État pour près de 800 finalistes congolais qui se trouvent réfugiés en Tanzanie. Il a pour ce faire instruit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, les ministres de l'intégration régionale, ainsi que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à mettre tout en œuvre pour permettre à ces jeunes compatriotes de passer cet examen crucial pour la suite de leur vie académique. Abordant le deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a brossé l'état du territoire national, qui reste généralement calme sur toute l'étendue. Il a indiqué que la police nationale poursuit ses opérations de lutte contre toute forme de criminalité, essentiellement dans les milieux urbains. L'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies à Goma, dans la province du Nord Kivu, la visite officielle de 48 heures du président turc Recep Tayyip Erdogan, la tenue de la 10e réunion du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grands Lacs,
la satisfaction générale de la population consécutive à la décision gouvernementale mettant fin au prélèvement des frais liés au service RAM à partir du 1er mars 2022. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a aussi attiré l'attention du gouvernement sur les actions engagées contre la persistance des affrontements entre les groupes armés locaux étrangers, en l'occurrence les différents groupes Mai Mai, les Ngumino, Twanganeo, les Imbonerakure et leurs alliés, tous actifs dans le haut et moyen plateau de Fizi en province du Sud Kivu. Il a aussi rappelé la nécessité de combattre les conflits intercommunautaires caractérisés par les attaques entre les membres de communautés et aux groupes armés interposés en Ituri, particulièrement les Lendu, les Nyali d'une part, les Kodeko Zahir d'autre part dans le territoire de Djougou. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire du pays, qui reste marquée par les opérations conjointes menées par nos forces armées et les forces ougandaises. Ces opérations qui évoluent du reste normalement. À propos des membres de la Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de la province de l'Ituri, qui sont encore en otage entre les mains de la Codeco, il a indiqué que les négociations visant leur libération évoluent positivement et pourraient connaître une issue heureuse prochainement. Abordant à son tour la question relative à l'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de l'épidémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Il a signalé que la tendance baissière s'est consolidée au cours de la semaine qui s'est achevée. Tout en saluant cette baisse, il a prévenu que cela ne signifie pas qu'on est au bout de cette pandémie. D'où les appels réitérés du gouvernement à voir la population observer scrupuleusement les gestes barrières pour se protéger et se prémunir contre les vagues éventuelles de cette maladie. Abordant la question sur la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a indiqué que le cumul des personnes complètement vaccinées au 23 février 2022 est de 431 867. Environ 45% de ces effectifs se sont fait vacciner au cours de ce mois de février. Preuve que la sensibilisation et la dynamique portée par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie portent de fruits. Intervenant à son tour, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, a présenté les éléments nouveaux enregistrés sur les différents chantiers de projets particuliers réalisés et en cours des réalisations pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers dans la ville-province de Kinshasa. Le Conseil de ministres a pris acte du rapport du ministre d'État. Abordant le troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et l'approbation de dossiers. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a fait les points au Conseil de la mise en œuvre de la réforme des licences, maîtrises et doctorats. Répondant à l'instruction du président de la République, faite lors de la précédente réunion du Conseil de ministres, le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté l'état des lieux de la mise en œuvre de l'architecture de formation, licence, maîtrise et doctorat dans les établissements supérieurs et universitaires. Il a indiqué que l'option avait été levée avec les parties prenantes durant les États généraux pour la généralisation horizontale, c'est-à-dire l'application de la réforme LMD à toutes les filières de formation en commençant cette année académique par les classes des recrutements du premier cycle. Ce choix est justifié par le fait que 30 à 35% d'établissements privés du secteur de l'enseignement supérieur ont déjà basculé dans les systèmes LMD
conformément à la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national. Pour le troisième cycle, le format de l'ancien système sera reformé à partir de l'année académique 2022-2023. Et les réflexions sont en cours au niveau de la CPE de certains établissements pour ce faire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a également passé en revue toutes les activités réalisées depuis son entrée en fonction en vue de la mise en œuvre de ces systèmes, à travers notamment l'élaboration des textes légaux y afférents, dans les buts de matérialiser la vision du président de la République dans son secteur. Le ministre de l'ESU a expliqué les axes d'intervention attendus des ministres sectoriels concernés, notamment ceux des travaux publics et infrastructures, des finances, des nouvelles technologies et du numérique. Pour le gouvernement, il est question de faire respecter la loi cadre, d'adopter un système de formation axé sur les compétences et la professionnalisation, de travailler pour l'amélioration de la qualité de la formation, de mettre fin à l'évolution des deux systèmes d'enseignement et enfin d'œuvrer pour que notre système éducatif du supérieur réponde aux standards internationaux. Chapitre 3 du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 41e réunion tenue le vendredi 18 février 2022. Au chapitre 4 du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et adoption des dossiers, deux dossiers. 1. Du rapport de mission effectué auprès de Camoa Copper SA. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a présenté au Conseil le rapport de mission qu'elle a effectué auprès de la société minière Camoa Copper dans la province du Lualaba. Elle s'est rendue compte de la bonne évolution de ce projet qui produira à la fin de sa 4e phase, donc en fin 2028, 1 million de tonnes de cuivre, faisant de cette entreprise le numéro 2 mondial en production de cette matière tant recherchée. Les minerais exploités à Camoa Kakula ont une teneur en cuivre qui oscille entre 5 et 6,8%, de loin mieux que ceux extraits de la plus importante mine du monde, Escondida au Chili, dont la teneur est inférieure à 1%. Ce projet qui a démarré en 2008 coûtera 4 milliards de dollars américains. Pour le moment, le projet se trouve dans sa 2e phase et les investissements effectués à ce stade sont de 2 milliards qui intègrent notamment les constructions réalisées sur le site. La ministre d'État a souligné que Camoa réalise de grands projets sociétaux pour l'amélioration des conditions des populations environnantes. Elle a aussi partagé les préoccupations évoquées par ces opérateurs miniers avant de proposer au gouvernement une série de mesures urgentes à implémenter. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces rapports. Le ministre des Finances a présenté au Conseil des ministres le rapport de mission qu'il a effectué à l'invitation de son homologue sud-africain du 21 au 24 février 2022 en Afrique du Sud. Cette mission lui a permis notamment d'avoir des séances de travail de resserrement de liens économiques entre les deux pays et d'engager des préparatifs à la tenue du RDC-RSA Business Forum pour les financements de la relance économique qui se tiendra à Kinshasa au mois de juin prochain. Avec les institutions financières sud-africaines, les échanges ont porté sur les performances économiques enregistrées par notre pays depuis l'avènement du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'amélioration de la notation souveraine du pays par l'agence Standard & Poor's, les opportunités d'investissement ainsi que les efforts engagés par notre gouvernement pour l'accélération des réformes et l'amélioration du climat des affaires. Il a précisé que les investisseurs sud-africains ont salué les performances réalisées, noté les perspectives économiques prometteuses et les opportunités multiples dans le cadre de la diversification de l'économie et enfin confirmé leur engagement
à soutenir les financements des projets ambitieux et pertinents dans notre pays. Une mission économique sud-africaine est annoncée à Kinshasa pour la semaine prochaine afin de discuter avec le gouvernement sur les opportunités d'investissement sur le projet public-privé à réaliser ensemble. Après débat et délibération, ces rapports ont aussi été adoptés. Dernier point à l'ordre du jour du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. 1. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil les projets d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 6 mars 2022. Cette prorogation permettra à nos forces armées, appuyées par l'armée ougandaise, de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre des actions en vue de mettre fin à l'aventure terroriste et de restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Projet de décret. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a présenté au Conseil pour délibération l'économie du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Office national de la pêche et d'aquaculture, en sigle ONPA. Cette structure à caractère technique, dotée de la personnalité juridique, a pour objet de concourir à l'augmentation de la production halieutique et aquacole, ainsi qu'à la promotion de la chaîne de valeur y afférente. Pour le gouvernement, il s'agit d'un outil d'intervention dans les systèmes de production, de transformation, de conservation et de commercialisation des produits de pêche et d'aquaculture, mais aussi d'un instrument d'encadrement des acteurs de ces deux secteurs sus-évoqués. Le projet de décret prévoit que le financement de l'ONPA provienne de sources diverses telles que les subventions, les produits d'exploitation, les emprunts, dons et legs, libéralité, etc. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Commencé à 13h10, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h11. Je vous remercie. Voilà, ce n'était pas la communication du président de la République, comme nous l'avons dit tout à l'heure par inadvertance, mais c'était plutôt la communication, plutôt le compte rendu du gouvernement après le Conseil de ministres tenu en présentiel par le président de la République. À 20h, vous allez suivre Sandra Nyangui pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.